Bonsoir à tous et bienvenue au magazine Galaxy Sport, le mag de toute l'actualité sportive nationale et internationale. Ce soir, nous allons beaucoup parler de football puisque nous allons faire le bilan de la saison 2023-2024 ici au Sénégal. Une saison qui s'est clôturée hier, avant-hier plutôt, avec la finale de la Coupe du Sénégal qui a opposé Mbour Petite Côte à l'Académie Féru de foot. Mbour Petite Côte qui s'est imposé donc sur la plus petite des marques, 1-0. Et pour faire le point justement, pour revenir sur cet événement-là et tout ce qui s'est passé durant cette saison, nous recevons un invité spécial puisqu'il s'agit du président de la Fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor, qui nous a fait l'honneur d'être notre invité ce soir. Maître, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Tierno, bonsoir Fatimata, bonsoir Sensei. Merci, bonsoir. Heureux de vous retrouver sur le plateau de Galaxy. Merci, c'est un plaisir pour nous. Bonsoir Fatoumata. Bonsoir Elhadji Thierno Dramé, bonsoir à notre invité, Monsieur le Président de la Fédération sénégalaise de football. Et bonsoir à nos téléspectateurs qui nous suivent tous les lundis avec beaucoup d'intérêt, Elhadji Thierno. Oui, effectivement. Bonsoir à vous, Sensei Yadmalo. Et bonsoir Tierno, bonsoir au Président Augustin Senghor. Bonsoir à Fatou Savané, la Royale, n'est-ce pas? Et à nos chers téléspectateurs. Merci. Allez, on va d'abord parler de la finale de la Coupe du Sénégal, qui, on le sait, hein, chaque année, c'est le match qui clôture la saison ici au Sénégal. Elle a opposé donc cette finale, Mbour Petite Côte à l'Académie Féru de foot. Victoire des Mbourois sur le score d'1-0. On revient sur les temps forts de ce match avec Ibrahim Mbour. Mbour Petite Côte s'offre la 63e édition de la Coupe du Sénégal, le troisième sacre de MPC après 2010 et 2017. Mbour Petite Côte, club de 3e division, faisait face au Féru de foot de Louga, club de 5e division. Une finale inédite avec deux équipes de la Ligue amateur. MPC aurait pu scorer en première période. L'équipe s'est créée pas mal d'occasions, mais le réalisme n'était pas au rendez-vous. La lumière est venue de Serigne Modou Fall à la 66e minute. Un but plein d'opportunisme. Serigne Fall pour marquer le but de MPC à la 66e minute. C'est Abdoulaye Sow qui perd le ballon dans la surface, permettant à Moussa Bourilo de mettre en selle Serigne Modou Fall. Il contrôle du pied droit et enchaîne du gauche. La plus grosse occasion des Férus de foot est à l'actif de Cheikh Sall. Une frappe puissante, magnifique parade de Moustapha Baldé. Les Lougatois terminent le match à 10 avec l'exclusion de Bounagaï. Mbour Petite Côte l'emporte sur la plus petite des marges. La joie des vainqueurs est immense, contrastant avec la tristesse des Férus de foot, déçus d'avoir perdu la finale. La déception du côté des Férus de foot de Louga, c'est dur de perdre une finale. Très dur. Ouais, dur de perdre une finale, mais une grande surprise de voir deux clubs amateurs se retrouver en finale du championnat de la Coupe du Sénégal. Qu'est-ce que ça vous inspire, Président, cette belle finale entre deux clubs amateurs? Certains diront que ça veut dire qu'on travaille partout, à tous les échelons, mais pour d'autres aussi, quelque part, les clubs de Ligue 1 ont un peu failli quand même dans cette Coupe du Sénégal. Oui, disons que c'est l'histoire de la bouteille à moitié pleine ou à moitié remplie, mais les deux exceptions peuvent être considérées comme bonnes. Je pense qu'aujourd'hui, pour ceux qui suivent le football en général, ils savent que le football amateur a fait des bons en avant très importants, parce que justement, on joue beaucoup, on joue partout, et les conditions de jeu aussi s'améliorant. Aujourd'hui, je pense que pratiquement partout dans les 14 ligues que nous sommes en train d'avoir des stades avec des pelouses
les jeunes jouent. Il y a les tournois aussi des phases nationales de petites catégories qui permettent à des jeunes de s'affirmer très tôt. On a vu aujourd'hui que, par exemple, Ferry de foot, c'est une équipe très très jeune, c'est une académie, et ils ont pu bousculer la hiérarchie parce qu'ils ont battu que des grandes équipes pour arriver en finale. Je dirais même, en termes de cote, l'équipe la moins cotée, c'est celle-là qui les a battus, c'était Mbour Petite Côte, parce que Mbour Petite Côte est en 4e division, donc en National 2. Mais je pense quelque part aussi qu'il y a le fait que avant, les équipes amateurs étaient éliminées très tôt parce que, faute de compétition, parce que quand elles finissaient leur championnat qui était très court, les autres continuaient, étaient plus compétitifs et arrivaient à les éliminer facilement. Mais maintenant, c'est devenu difficile. Et je pense que c'est un nivellement par le haut plutôt qu'un nivellement par le bas. Et c'est à confirmer pour les prochaines saisons, en tout cas. Mais c'est inhabituel de voir deux équipes de ce niveau-là en finale. Mais aussi, c'est ça le charme de la Coupe. C'est sa particularité de voir que chaque équipe a sa chance, quel que soit son niveau. Ça, c'est important. Fatoumata, une question pour le président. Oui, peut-être avant la question pour le président, parler de cette expérience qui a pris le dessus sur la jeunesse de Ferry de foot. On a quand même assisté à une très belle rencontre. Et je pense que, comme il l'a dit, c'est le nivellement par le haut, c'est important. Mais aujourd'hui, pour vous, quelle a été, disons, la clé de voûte de cette finale, puisqu'on attendait le chef de l'État, c'est son trophée, on ne l'a pas vu, mais son ministre et porte-parole était là. Aujourd'hui, pour vous, le défi de l'organisation a-t-il été relevé? Oui, à ce niveau-là, je pense que d'abord, je dois saluer les autorités, en commençant par le chef de l'État, qui s'est fait représenter. D'abord, il faut savoir aussi que Madame la ministre des Sports, de la Jeunesse, des Sports et de la Culture était bienvenue avant de quitter et pour laisser la place à son collègue, donc ministre porte-parole, donc M. Moustapha Sarré, accompagné de 2 secrétaires d'État. Donc le gouvernement était bien présent. En ce qui concerne l'organisation, on peut dire que tout s'est bien passé, sauf que nous aurions souhaité avoir plus de monde. Mais compte tenu du niveau de ces équipes, même si nous leur avions doté quand même d'assez de tickets d'entrée, et nous avons eu quand même une affluence qui aurait pu remplir le stade Lat Dior, par exemple. Mais nous sommes partis du principe que ces jeunes joueurs de Ferry de foot et même ces joueurs de Petite Côte méritaient au moins une fois de fouler cette pelouse-là. Il ne s'agit pas seulement de toujours remplir le stade, c'est de donner la chance à ceux qui le méritent de fouler ce stade mythique que beaucoup de joueurs dans leur carrière, même peut-être certains joueurs qui seront brillants à l'international, parce qu'ils ne seront pas sélectionnés en équipe nationale, n'auront pas la chance de fouler. Et eux, ils ont eu cette expérience inédite. Et ça, c'est une expérience d'une vie. Et donc, nous, on n'a pas regretté de maintenir cette programmation là-bas. L'autre fait aussi qui nous a poussé à le faire, c'est que si on continue comme ça, au-delà de l'équipe nationale A, plus personne ne jouera là-bas. Et nous donnons beaucoup d'importance. Si vous avez suivi toute notre communication cette saison, on a dit qu'il faut remettre cette Coupe du Sénégal à sa vraie place. Après les compétitions internationales, elle doit venir tout juste après parce que c'est le trophée de toute une nation et c'est le trophée doté, donc c'est la compétition dotée du trophée du chef de l'État. Et c'est important qu'on la valorise et que plus tard, on arrive un jour à relever le défi d'avoir 30 000, 40 000 spectateurs pour une finale, une belle affiche qui permettra à tous les Sénégalais d'être focalisés sur cette finale-là parce que c'est ça qu'on attend vraiment du football sénégalais, comme dans d'autres pays, que cette finale soit d'une dimension nationale et que tout le monde soit braqué sur cette finale-là le jour J. Très bien. Alors, on va quand même recueillir la réaction de ceux qui ont pu faire le déplacement, puisqu'il y a des supporters des deux camps qui ont quitté Mbour ou Louga, justement, pour venir pousser leur équipe à la victoire. Fatoumata Savané en a rencontré quelques-uns. Je vous propose d'écouter leur réaction. Satisfaction en fait, avec satisfaction vu que c'est notre première sortie aussi, ce sont des jeunes, c'est pour la première fois aussi tamit ñuy football ci pelouse bu mel nii mooy ñu leen aussi le temps qu'il faut pour que ñu ñëw au moins apprendre pelouse bi bon yooyu yëpp tamit da ciy jouer mais li ñuy wax à chaque fois rek ñu ngi am benn fierté bu yaatu si ñoom. pour gagner quoi waaye loolu la yàlla dogal quoi wax dëgg yàlla nag suñu sañoon gagner quoi wax dëgg yàlla ñu ngi dëkk fi ba Louga rek waaye suñu sañoon loolu la yàlla dogal nag ok incha allah. football moom noonu kese la mais tamit Louga démérité wut quoi. mais ñu ngi leen di remercier bu baax a baax quoi. kontaan nañ parce que booy ñëw nañ ba final suñu xol sedd na. kon nga gagné nañ booyee nu mu tudd booy Medina rek nice kon nga gagné nañ booy Medina rek
kontaan nañu moom mais moom defet métti nañu moom franchement amoon suñu sañoon moom victoire dañ koy yóbbu Louga fêté ko yaa ma gën a xam parce que waa Louga yëpp a kontaan instant ñëpp a mobilisé wu ànd ñëw jàppale A2F waaw yàlla baax na. kontaan naa trop dañoo indi suñu joueur muy Serigne Mamadou Fall mu dugal leen ñu mooy wane ni suñ contentement ñun waa Kamba ngi wax yëpp joxe suñ fierté ñu victoire mbir Petite Côte bi ñu war a jël coupe bi delloo ko Mbour Géej waa Louga loo dellu seen li wa yëg continuer seen ambiance. waaw kontaan nañ si suñu joueur bi moo ñu fi indi bu dugal rustoo wuñu benn yoon barke Serigne Touba kontaan nañ doomu nga bi wooy. non man Sega man MPC la ma ngay yàgg a wóolu parce que dafa am jour boo xamante ni moo yor MPC muy Pape Modou Fall. fii Pape Fall boo xoolee xam moo yor MPC moo tax ñu diw ñu ragal ñu parce que dafa mën li muy def dafa mën li muy def dafa mën li muy def. avant tout dañuy remercier son excellence monsieur Bassirou Diomaye Faye parce que li yombut ku ne xam na ne tey final bi réussir na MPC mënuñu woon a ñàkk final bi parce que boo xoolee tey li sama ginnaaw campement mobilisé nañu Mbour mobilisé nañu Sénégal képp gën na ñëw soutenir tey jii ñi nga xam ne ñoom ñooy waa MPC waaye tey ki ñàkk démérité wul parce que nii rek la mën a demee sport dafa war a boole mais warta mën a tàkkale tey bu ñu xoolee li fi am tey Sénégal moom moo am ndam waaye son excellence monsieur le président Bassirou Diomaye Faye moom moo am ndam kon nag c'est le Sénégal qui gagne. Voilà, c'est le Sénégal qui gagne. Les supporters, on voit le contraste, même si les supporters de Louga ont quand même été fair-play. Oui, ils ont été très fair-play parce que pour eux, leur club a déjà fait du chemin en jouant déjà une première fois la Coupe du Sénégal. C'est une coupe très prestigieuse, on peut le dire ainsi. Mais il y a eu certes de la déception, mais aussi de la confiance, je pense, en cette jeune équipe de Khalifa Ababacar Gueye, à qui nous disons félicitations, et Mohamed Bathily, son coach. Et voilà, et puis pour les jeunes de Mbour, c'était quelque chose qu'ils devaient faire puisque cette coupe les avait, en fait, ils l'avaient gagné 2 fois. Ce troisième titre, ils le voulaient et ils sont venus en masse. Ils ont été beaucoup plus nombreux d'ailleurs que les Lougatois. Ils ont été près de 5000 supporters normal, hein? Et c'est normal. Hein? Voilà, et nous félicitons également Mbaye Diouf Dia, le président, et puis le coach et tout le staff de Mbour Petite Côte pour le travail abattu. Et c'est toujours une belle fête d'avoir ce genre de spectacle, d'avoir ce genre de finale parce que les jeunes sont venus, se sont amusés, ils ont chanté. Il y avait de l'ambiance, vraiment, il y avait la fête. Et je pense que c'est ça tout l'intérêt d'avoir une Coupe du Sénégal en fin de saison. Ouais. Et je pense que plus tard, le public aussi va suivre pour faire ce que Monsieur le Président disait, remplir le stade ou à moitié pour qu'on ait toujours de belles terminaisons pour les saisons. Ouais. Alors, on va quand même féliciter Ibrahim Diakhaté aussi, l'entraîneur de Mbour Petite Côte. Ouais. Qui, on le rappelle, l'année dernière également était en finale de cette même compétition, la Coupe du Sénégal, mais avec le Stade de Mbour, finale perdue contre le Giraffe à l'époque. Et il avait aussi gagné en tant que joueur et également en tant qu'entraîneur. Effectivement, le Mbour, à l'époque c'était Touré Konda qui est devenu Mbour Petite Côte. Alors, présent, cette finale a quand même démarré par une petite polémique sur l'histoire de l'Assemblée Générale qui devait se tenir le matin, l'Assemblée Générale de présentation du rapport. D'abord, qu'est-ce qu'il y a? Ce sont des clubs qui ont dénoncé, on peut le dire comme ça, les conditions d'organisation. Mais dites-nous en tant que président de la Fédération, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette assemblée, qui pourtant était une tradition, qui se tenait tous les jours, toutes les années, en tout cas le jour de la finale, n'a pas eu lieu ce samedi? Oui, bon, je dirais simplement que je voudrais chasser un peu le mot polémique, parce qu'en fait, il n'y en a pas vraiment eu. En tout cas, nous, à notre niveau, il y a un président de club qui s'appelle Djamil Faye qui nous avait adressé une correspondance pour dire que pour un certain nombre de raisons qu'on devait reporter. Il y a aussi une structure à laquelle, en tout cas, de notre côté, n'est adossé aucun visage, en tout cas très clair, à part celui qui se réclame comme son président, donc M. Abda Hatch, qui n'est même pas au Sénégal, qui est actuellement depuis quelques mois en France, qui avait écrit, mais nous avions estimé, que nous avions assez les éléments pour montrer à l'Assemblée générale le moment venu, parce qu'en définitive, c'est l'Assemblée générale qui est souveraine. N'importe
quel membre peut écrire. Et c'est au cours de l'Assemblée générale qu'on présente ces questions-là. Et c'est l'Assemblée générale souverainement qui tranche ces questions. Est-ce que les formes... D'ailleurs, dans les points, on vérifie toujours si les convocations et les formes ont été respectées pour la tenue de l'Assemblée générale. C'est un point de l'ordre du jour. Vérification, donc des conditions de convocation et tout. Donc, pour moi, ce n'était pas un vrai problème. C'est pour ça que j'ai dit qu'il n'y a pas eu de polémique. Et je pense que parmi eux, notamment ce fameux collectif, ils avaient aussi adressé une lettre à Madame le ministre des Sports. Nous n'avions pas eu cette information. C'est après avoir fait le comité exécutif le vendredi, avoir validé les rapports, que ce soit financier, reçu la certification du commissaire aux comptes et qu'on s'acheminait vers l'AG. On avait pris toutes les dispositions justement pour que ça soit une fête. On avait dit qu'on allait tenir cette assemblée générale-là au stade d'Abdoulaye Wade. Parce que ce stade a été offert aux sportifs, mais essentiellement au football. Il nous appartient quelque part de le faire vivre. On a dit que ce serait une bonne idée de tout tenir là-bas sur place. Le matin, l'Assemblée générale, les gens restent toute la journée pour faire la finale. Mais vers 19h passées, nous avons reçu cette correspondance. Donc, nous avons discuté entre membres du comité d'urgence, c'est-à-dire c'est le président, le bureau en quelque sorte du comité exécutif. Et nous avons dit que rien ne pressait. Nous devons respecter la demande de Madame le ministre. Et c'est clair, elle nous a demandé de pouvoir reporter afin que, comme ils avaient quelques plaintes, de pouvoir organiser l'AG dans les conditions de régularité qui permettent qu'il n'y ait pas de problème. Nous avons dit qu'à cela ne tienne. Nous sommes prêts le 13 juillet. On le sera aussi le 21 septembre, c'est-à-dire 2 mois après. Parce qu'en réalité, si on devait rentrer sur des histoires d'interprétation de texte, on ne s'en sortirait pas. Mais nous avons dit, peut-être vouloir, malgré cette demande de Madame le ministre, organiser, c'est comme si nous avions quelque chose qui nous poussait à nous empresser. On a dit non, mais il n'y a pas de souci. Nous, notre obligation en tant que comité... C'était une question de délai. Oui. C'était une question de délai. C'est pourquoi les gens peut-être ont réagi comme ça. Mais vous, de votre côté, vous avez été fair play. Voilà, exactement. Voilà, vous avez été fair play en disant... Bon, l'un dans l'autre, on va repousser. Je voulais pas entrer là-dessus parce que les 2 points qui sont évoqués, c'est que les statuts, je pense que c'est l'article 28 des statuts, points 2 et 3, qui disent que la fédération doit communiquer sur l'Assemblée générale 60 jours. Communiquer sur l'Assemblée générale, c'est pas dire envoyer des convocations. Et le texte prévoit, juste après, que les convocations formelles sont envoyées 15 jours avant. Et dans la missive de Djamil lui-même, il reconnaît que la convocation a été renvoyée 19 jours avant. Après, on nous parle des rapports. Depuis toujours, ces rapports-là sont mis à la disposition, reliés. Le rapport financier, on ne le donne pas généralement avant le jour de l'AG, pour la simple raison que, malheureusement, vous savez comment ça se passe. Quand c'est des choses importantes, nous sommes une organisation, une institution, on ne peut pas mettre ça sur la voie publique avant l'heure. Parce que si on l'envoie 15 jours, 3 semaines avant que ça soit certifié par exemple, le commissaire aux comptes, et que le commissaire aux comptes relève des manquements, ce n'est plus le même rapport. Donc il y a tout ça. Donc nous, on fait les choses en bien. Et le rôle de la certification par le commissaire aux comptes, c'est de travailler au service des mandants, c'est-à-dire des membres de l'Assemblée générale, pour dire, moi, je suis un professionnel, je suis assermenté, je peux certifier ou ne pas certifier ce rapport financier qu'on m'a présenté. Donc, les craintes qu'ils peuvent avoir sont couvertes par, justement, ce travail de certification, de contrôle, de vérification. Cela veut dire, lui, il devait... Oui. Et là, je peux vous dire, non seulement nous avons voulu jouer, comme vous l'avez dit, très fair play, on a réfléchi, on a dit, il n'y a pas de quoi se donner des coups de poing ou se battre. L'autorité nous a demandé, par signe de respect, on va reporter d'abord, et ensuite montrer à certains. Nous, on est convaincus que la grande majorité était prête, parce qu'ils étaient en route. On a même dû supporter des transports, parce que les gens étaient arrivés, parce que ceux qui sont de Kédougou, de Kolda, de Sédhiou, de Ziguinchor, de Matam, ils étaient déjà à Dakar, parce qu'à 19h, ils étaient déjà arrivés ou ils étaient sur le point d'arriver. On leur a dit, passez la nuit, on leur a remboursé les frais d'hébergement et ils sont rentrés. L'autre chose aussi, parce que ça aussi, c'est des choses que les gens doivent savoir. Vous savez, hier, on a organisé une finale au stade d'Abdoulaye Wade.
Ça nous a coûté, et l'AG, ça devait nous coûter 15 millions. Mais on perd de l'argent là-bas parce qu'on n'a pas tenu cet assemblée générale. Donc, et il faut savoir aussi qu'à ce niveau-là, nous, notre volonté, c'est aussi de nous conformer à notre texte. Nous avons l'obligation de rendre compte, la notion de reddition de compte est très importante dans la vie associative, mais aussi même dans les organisations publiques, étatiques. N'importe qui gère pour l'intérêt d'un grand nombre, à forte raison de l'intérêt public, doit pouvoir chaque année se soumettre à l'exercice de reddition de compte. Et nous, c'était notre volonté. Oui, voilà, c'est pour ça qu'on a dit. Après, c'est un autre point, peut-être si vous voulez après. Après, nous, vous savez aussi que ces rapports, dans la norme, parce que nos statuts sont d'essence, donc l'émanation des statuts de la FIFA, de la CAF. Normalement, nos rapports doivent partir à la FIFA au plus tard à la fin du mois de juin. On était déjà au-delà, parce que notre commissaire de compte nous avait demandé un peu plus de délai pour faire les recherches. Il est très pointueux, il est très méticuleux, il voulait tout vérifier. Donc c'est pour ça que moi, je voulais coûte que coûte qu'on tienne l'AG le 29, la date retenue pour l'AG. Et la première date, sur les 60 jours par exemple, de communication, c'est en décembre qu'on a fixé la première AG en avril. Donc on était à 4 mois, donc le problème de la communication sur l'AG. On ne parle pas de la forme. Ça peut être par voie de missive, ça peut être par voie de communiqué. L'autre chose importante aussi, que je dois rappeler ici, que certainement ceux qui contestent ne savent pas, c'est que notre fédération, dans nos textes, n'a pas l'obligation de communiquer directement à chaque membre les documents. On les communique via les ligues. Parce que jusqu'à nos jours, dans nos textes, les documents ne sont pas portables, ils sont quérables. Ce qu'on va faire là, une fois qu'on aura donné la nouvelle date, on va remettre au bureau des ligues régionales l'ensemble des fascicules, des rapports d'activité et des rapports financiers. Et on va faire une circulaire pour dire à chaque club qui le veut de venir récupérer contre décharge ces documents-là au niveau de sa ligue régionale. C'est comme ça que ça marche. Donc vous voyez qu'il y avait beaucoup de bruit pour rien. Et nous, on est dans une logique de clarté, de transparence. On a dit que si on y va, ça va semer le doute dans la tête des gens. On dit, oh non, ok, on va reporter, on va fixer à 2 mois, mais on s'engage à ce que tout le monde reçoive ces documents. Je vous le dis, d'ici 2 semaines, 3 semaines, ils auront le temps de les éplucher pendant 2-3 mois. Ouais. Et mieux, même à l'attention de la presse et du public, ces rapports seront dans notre site internet. Ceux qui verront dans le foot, dans le FSF Foot, donc notre site, vous verrez que nos rapports de l'année dernière et de l'année précédente sont déjà publiés, que ce soit le rapport financier et le rapport d'activité. Donc nous, on n'a rien à cacher et on veut juste, parce que ce n'est pas une AG élective aussi, parce qu'il y a eu beaucoup d'amalgames, on a dit, ils veulent changer les textes. C'est une AG ordinaire, presque de bilan d'information. C'est une obligation morale pour chaque entité qui se respecte dans un pays démocratique de rendre compte à ceux qui t'ont élu chaque année pour pouvoir dire voilà ce que nous avons fait de ce que vous nous avez confié en termes d'activité, mais aussi en termes de gestion rationnelle des finances. Qu'est-ce qu'on a pu glaner comme moyen, comment on l'a utilisé. Et nous, on est dans cet exercice depuis toujours. Et nous sommes aussi, je pense que ça, le DAPS du ministère aurait pu le savoir, l'une des fédérations, en tout cas, les plus régulières en termes de tenue d'AG. Depuis que nous sommes là en 2009, pas une seule fois nous n'avons été rappelés à l'ordre. Et même par rapport à ça, le problème qu'on a, c'est que même avec l'avènement du nouveau gouvernement, nous avons reçu une lettre du ministère. Quand je dis nous, c'est l'ensemble des fédérations, une circulaire demandant à ce que tout le monde respecte l'obligation de tenue des AG. Donc nous, on veut tenir l'AG, mais on dit non, vous attendez, il n'y a pas de souci, on va attendre. Mais l'essentiel, c'est que, comme on l'a dit, c'est qu'elles se tiennent de manière paisible. Et je l'ai dit dans une communication, il est important qu'on n'oublie pas d'où on vient. Je pense qu'il y a quelques années derrière, on a connu tellement de difficultés dans le football, tellement de crises qu'il ne faut pas... Et quand on a décidé à un moment donné de se mettre ensemble pour travailler, on a vu immédiatement les résultats. Ouais. Que ça soit au niveau international, au niveau local, au niveau financier, au niveau de l'organisation. Aujourd'hui, pendant qu'on a quelques petits soucis pour tenir notre AG, certains pays voisins nous écrivent pour dire on veut venir voir comment vous travaillez. Ils nous prennent en exemple. La FIFA nous prend comme modèle. La CAF aussi nous dit ça, ils sont des bons élèves. Et en tout cas, nous, au niveau du club, on ne veut pour rien au monde
sacrifier tous ces acquis-là sur l'aune d'orgueil personnel ou de problèmes crypto-personnels. Nous devons dépenser ça. Même ceux qui sont contre nous, ils ont le droit d'être contre nous. Moi, c'est ce que je dis toujours à mon COMEX. Si tout le monde regarde dans le même sens, forcément, si un jour on doit rentrer dans le mur, nous irons tous. Mais s'il y en a d'autres qui ont une autre vue ou un autre chemin, c'est ça qui va nous faire progresser. C'est ça qui nous permettra, nous aussi, de nous remettre en cause. Donc je pense que l'enjeu ne vaut pas qu'on aille à des bras de fer, ni contre l'autorité. Comme je l'ai dit, nous avons toujours essayé, à partir de 2013, de travailler la main dans la main avec les autorités. Et elles nous ont toujours bien rendu. Et je suis sûr que nous, et actuellement, Madame le ministre, nous commençons à travailler. Mais déjà, sur les matchs de la dernière fenêtre, on a très très bien collaboré. Tout s'est bien passé. Elle est venue voir les joueurs. Les moyens ont été mis à disposition. Elle a aidé à ce que tout ce que nous souhaitons se réalise. Donc, il n'y a pas de raison qu'on n'aille pas dans ce sens-là et qu'on essaie de poursuivre cet élan positif sur lequel le football sénégalais s'est inscrit depuis quelques années. Voilà. Alors, souvent, en fait, on demande à chaque fois qu'une campagne est passée, beaucoup ont envie de savoir ce qui a été fait sur le plan financier, ce qui a été dépensé, ce qui a été gagné par la fédération. Mais souvent, les gens attendent ce rapport-là, mais ce rapport vient après, par exemple, la fin de saison où le rapport global est. Est-ce que parfois, ce n'est pas bien également de faire des rapports à mi-chemin, surtout lorsqu'on termine une campagne comme la Coupe du Monde ou la Coupe d'Afrique, de dire qu'il y a quelques mois, il y a 2 mois, voilà ce qu'on a fait, voilà ce qu'on a dépensé, voilà ce qu'on a eu comme bénéfice. Est-ce que ce ne serait pas plus, disons, plus transparent pour certains d'avoir ces informations à temps et de ne pas attendre 12 mois pour avoir ça à la fin de la saison? Ce n'est pas nous qui attendons 12 ans. 12 mois, c'est la fréquence statutaire des assemblées générales. Vous savez, le fonctionnement de n'importe quelle structure associative, c'est le même principe dans toutes les fédérations. C'est-à-dire, l'AG est annuel et avec le principe du mandat olympique, les AG électifs sont quadriennales. Donc, elles se tiennent tous les 4 ans. Donc, entre les AG, c'est le comité exécutif qui se réunit pour prendre les décisions au nom de l'Assemblée générale. C'est comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas seulement la Fédération de football, c'est toutes les fédérations qui marchent comme ça. Nous, après chaque compétition, nous convoquons une réunion de comité exécutif où nous faisons le bilan exhaustif. Les documents sont là. Après, on fait un point de presse. Même quand les journalistes ne sont pas là, maintenant, on utilise notre propre moyen de communication qui se trouve être FSF TV, que vous connaissez. On fait le compte-rendu, on donne les chiffres, on envoie les rapports à l'autorité. C'est le ministre. On envoie aussi les rapports à la FIFA, parce que c'est la tutelle internationale. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne toujours, parce que c'est ça qui est obligatoire. Nous ne pouvons pas, et ce n'est pas notre mission, et je ne vois aucune organisation qui le fait ici dans ce pays, à longueur de semaine, aller verser dans la presse ou autre nos chiffres. Ça ne se fait pas. La gestion aussi, elle répond à des normes de confidentialité. Et c'est normal. Après, comme je dis, nous, ceux à qui on doit rendre compte, ils sont je dirais, de 2 ou 3 catégories. J'ai parlé de nos mandants statutaires, parce que nous sommes une association privée. Nous avons des membres. C'est eux qui constituent l'Assemblée générale, c'est eux qui votent nos statuts, c'est eux qui élisent les membres du comité exécutif. C'est à eux qu'on doit rendre par priorité compte. On ne peut pas rendre au public, donner des chiffres au public, alors que, vous savez, moi, pendant des années... Le public a besoin de savoir. Non, mais écoutez, pendant des années, il nous est arrivé, par souci de communiquer avec le plus grand nombre, de communiquer sur des choses. Quand on va au COMEX, les membres du COMEX, à juste raison, me disent, mais président, nous, on est membres du COMEX, et on découvre avec tout le monde ce qui se passe dans notre fédération. Ce n'est pas normal. Ils ont raison. Oui, ils ont raison, oui. Et si nous, COMEX aussi, on le fait et qu'on communique vers le public, sans avoir informé nos mandants qui sont les associations, les membres statutaires, ils peuvent nous reprocher ça. Donc, on est obligé de respecter ces principes. Et je pense qu'il y a un temps pour rendre compte et il y a surtout un temps pour travailler. Très souvent, dans le milieu du sport, et même au Sénégal, on ne laisse pas, je pourrais même parler au niveau le plus élevé, on ne laisse pas aux gens le temps de travailler. On est toujours en train de dire, comment on dit en Wolof, de ligner, de dire,
les gens doivent consacrer leur temps, ni à des polémiques, ni à toujours des débats, mais ils doivent consacrer leur temps à faire avancer ce qu'on leur a confié. Après, l'exercice, c'est un terme presque universel. Partout dans le monde, on sait qu'un exercice de gestion, c'est 1 an. Au bout d'1 an, on s'assoit, on rencontre et on part sur une autre année d'exploitation. Je pense que c'est plus rationnel. Mais la spécificité de la Fédération de football... Parce que sinon, le reste du temps, Yatma, et vous le savez aussi, c'est consacré aux compétitions. Parce que notre rôle principal, ce n'est pas de gérer de l'argent, ce n'est pas de gérer des sous. Si accidentellement on le fait, c'est d'organiser des compétitions. Et ce n'est pas pour faire des bénéfices. Et ça, on y reviendra sur les histoires de Cour des comptes et de gestion des retombées de la Coupe du Monde. Moi, je suis prêt là-dessus aussi. On y reviendra, mais on va progresser dans le conducteur et parler de quelques-uns de nos internationaux qui font l'actualité mercato. C'est Pape Gueye et Iliman Ndiaye notamment qui ont quitté Marseille et ont de nouveaux clubs. Pape Gueye est à Villarreal du côté de l'Espagne, alors qu'il a déjà retrouvé son nouveau club. Hein. Il a passé la visite médicale et s'entraîne avec le groupe Pape Gueye qui retourne en Espagne parce que c'est un pays qu'il connaissait déjà après donc son passage à Marseille. De l'autre côté, un autre départ du côté de Marseille, c'est celui d'Iliman Ndiaye. Iliman Ndiaye qui retourne lui aussi dans un championnat qu'il connaissait, en tout cas un pays, c'est l'Angleterre. Il a joué en Championship, a rejoint Marseille. Il a finalement signé un nouveau contrat du côté d'Everton où il retrouve Idrissa Gana Gueye. Et donc, présent de bonnes nouvelles, hein, de voir nos internationaux aller dans des clubs où on peut espérer qu'ils peuvent peut-être avoir plus de temps de jeu, être plus performants. Oui, en tant que dirigeant, et peut-être le coach plus que nous, à chaque fin de saison, on scrute, on regarde les mouvements de nos joueurs, parce que notre souci pour nous, c'est toujours que les joueurs soient dans des clubs où ils se sentent bien, où ils ont du temps de jeu surtout, parce que plus ils sont dans des clubs qui les veulent, qui ont envie de leur donner du temps de jeu, où ils compétissent, plus il y a de chances qu'ils nous viennent en équipe nationale, plus affûtés, plus prêts à tous les niveaux. Et donc, on est heureux de voir que ça bouge dans le bon sens. Peu de joueurs, soit certains ont acquis des places très, très sûres dans leur club, ils restent, ils savent qu'ils vont jouer, ils savent aussi que ils vont avoir la compétition dont on a besoin pour avoir le meilleur d'eux. Mais les autres aussi qui bougent, je pense que c'est une bonne progression. On sait que Villarreal est un club qui sort beaucoup de talent. On sait que Jackson est passé par là-bas. Jackson, ouais. Donc, oui. Et je pense aussi qu'un club comme Everton, c'est bon pour Iliman. Il y aura moins la pression à la Marseillaise. Donc, il pourra, je pense, sans trop de contraintes, se réintégrer dans le tissu d'un football qu'il connaît. Et je pense que avoir à ses côtés quand même Idrissa, ce sera un plus comme un grand frère. Et donc, on est tranquille. Je pense qu'il y aura d'autres mouvements d'ici là. Mais tant que c'est pour aller dans des clubs qui leur permettent de jouer au plus haut niveau, c'est-à-dire les compétitions européennes aussi, mais surtout qui leur donnent du temps de jeu, même en championnat. Je pense qu'on est preneur. Et ça nous rassure par rapport aux échéances qui sont proches en septembre déjà. Très bien. Le Sénégal a quand même reçu la visite d'un international français. Il s'agit d'Aurélien Tchouameni, qui après l'Euro a peut-être consacré sa première sortie au Sénégal. Il est venu rencontrer des personnalités. Il a été reçu par l'ambassade de France, notamment à l'occasion de la fête de l'indépendance en France. Aurélien Tchouameni qui va investir au Sénégal. On va vous proposer de suivre les temps forts de cette visite avec Amadou Diallo. C'est au camp Leclerc de Dakar que nous retrouvons Aurélien Tchouameni. Il donne ainsi le coup d'envoi d'un match opposant de jeunes footballeurs de Thiès et de Dakar. Tchouameni se dit amoureux du pays de la Teranga, vainqueur de la Ligue des Champions 2024 et demi-finaliste de l'Euro 2024. Il compte à travers sa fondation Prosperi offrir des opportunités et soutenir les jeunes talents. L'international français souhaite promouvoir des valeurs de responsabilité, de soutien mutuel et de développement personnel.
dans le cadre de la Fondation Prospérer qu'on a mis en place avec ma famille depuis maintenant 1 an. J'aime beaucoup l'Afrique, j'aime beaucoup voyager. Je suis camerounais, mais j'avais aussi envie de découvrir de nouveaux pays. Donc c'est pour ça que je suis venu au Sénégal et pour découvrir le pays, rencontrer la jeunesse. Donc c'est cool. On va voir pour essayer de se développer et avoir des projets ici au Sénégal. C'est pour ça qu'on essaie de voir un peu tout ce qui se fait ici pour savoir ce qu'on peut faire. J'ai beaucoup d'amis qui sont sénégalais, des amis qui jouent dans la sélection sénégalaise. Ils m'ont toujours dit de venir au Sénégal. Donc je voulais découvrir et avec ma famille, mon entourage, on s'est dit que c'était important de pouvoir rencontrer d'autres associations, de pouvoir voir des académies jouer. Donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Le joueur de 24 ans, d'origine camerounaise, va également effectuer une visite à l'intérieur du pays. La Fondation Prospérer est un fonds de dotation dédié à l'amélioration des conditions de vie par le biais de projets centrés sur la santé, l'éducation et le sport. Voilà, Aurélien Tchouameni, donc en visite au Sénégal. Allez, on va enchaîner avec la finale de l'Euro que vous avez suivie hier également sur les antennes de la RTS. Elle a opposé l'Espagne à l'Angleterre. Une finale remportée par la Roja sur le score de 2-1. On revient sur les temps forts de ce match avec Ibrahim Mboup. Le roi Felipe VI d'Espagne, témoin privilégié du couronnement de la Roja sur la scène européenne. Le talent des Espagnols. Voilà, la déception des Anglais. L'Espagne qui a réalisé un 7/7 dans cet Euro. La dernière fois qu'une performance comme celle-là est arrivée, c'était en 1984 avec l'équipe de France qui avait fait 5/5 donc, à l'Euro avant d'être sacré. Alors il y avait une autre finale, mais sur un autre continent, puisqu'il s'agit de l'Amérique, la Copa América, qui a vu l'Argentine, encore de Lionel Messi, sacrée devant la Colombie. Effectivement, l'Argentine qui confirme sa domination sur le football sud-américain et mondial a réalisé donc le triplé avec Copa América, Coupe du Monde 2022 et surtout donc dans la nuit donc de dimanche à lundi, c'est l'Albiceleste qui a remporté son 6e titre avec l'histoire donc qui a vu également Messi sortir sur blessure, mais malgré cela, les Argentins ont réussi donc à retourner ce match à suspense avec un but de Lautaro Martinez, voilà, à la 112e minute parce qu'ils sont allés jusqu'en prolongation. Et voilà donc l'Argentine qui a été délivrée par son joueur et qui égrène ainsi son 16e titre de Copa América. Oui, notez que dans cette Copa, c'est James Rodriguez qui a été élu meilleur joueur. Voilà, donc on revient à notre invité, Maître Augustin Senghor. On a parlé un peu, on a brossé les rapports, ou plutôt l'audition avec la Cour des comptes. Alors, de quoi s'agit-il réellement? J'aurais bien aimé avoir souvent ce genre de questions, avant de voir les articles de presse, parce que c'est de ça qu'il faut parler. De quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? C'est que la première clarification à faire, c'est que cette mission de la Cour des comptes, elle a été portée à notre connaissance il y a peut-être 3 semaines, juste avant la Tabaski, où la responsable nous a contactés à travers le secrétaire général et nous avons sollicité d'avoir un courrier pour savoir de soi que... Mais nous étions déjà au courant, et ça c'est une précision de taille. Ce n'est pas le nouveau régime qui a enclenché cette mission. Cette mission est depuis des mois au niveau du ministère. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une mission de contrôle de la gestion par la Cour des comptes, conformément à leur mission, donc de contrôle des gestion des CAN 2021 et de la Coupe du Monde 2022. Donc ils ont commencé parce que, comme je l'ai dit, et c'est clair, je pense, dans la tête de tous les Sénégalais, jamais, en tout cas moi, depuis 2009 que j'ai été président de fédération avec mon comité exécutif et en tant que fédération, on nous a remis de l'argent pour gérer une compétition, quelle qu'elle soit. Même les compétitions éliminatoires, il y a un financier au niveau du ministère qui s'occupe de ça. Beaucoup sont passés. Généralement, ça peut très souvent se passer bien. Des fois, on a connu des difficultés aussi. Je pense qu'aussi d'autres fédérations les connaissent. Mais c'est la règle. Mais les fédérations ne touchent pas d'argent. Donc, après, il y a un compte rendu. La particularité de ces deux compétitions,
c'est qu'elle coïncide avec la montée en puissance du football. Ouais. Qui dit montée en puissance du football, dit budget plus important parce qu'on atteint des niveaux jamais atteints. D'abord, on a fait 2 Coupes du Monde de suite, donc c'est important. Et on a joué aussi 2 finales avec des budgets importants qui nécessitent, même si c'était des petits budgets, que l'État essaie de faire la vérification de l'utilisation efficiente de ces fonds. Et je dis toujours, en tout cas de mon côté, que ces missions de contrôle de la Cour des comptes ou même les missions d'audit n'épinglent pas quelqu'un en amont. Au contraire, c'est un exercice, comme tout à l'heure on l'a dit, de reddition de comptes, c'est un exercice de bonne gouvernance, de vérifier que tout s'est bien passé. D'abord du côté du ministère, comme de notre côté, en ce que nous, on a pu être impliqués dans la gestion de ces compétitions, parce que c'est des compétitions de football. Ouais. Qu'on entende le président de la fédération, c'est tout à fait naturel. Je suis le président de la fédération. On a participé à une CAN, on a participé à une Coupe du Monde. Si on ne m'entend pas, qui on va entendre? On va pas entendre le planton de la fédération. De la même manière, d'autres personnes ont été entendues. Ces personnes-là, c'est au titre de membres du comité mixte qui a été mis en place par arrêté du ministre des Sports à chaque tournoi pour travailler dans une mission qui est une mission opérationnelle, pas de gestion de fonds. Et chaque fois, nous, ce que nous faisons avant ces tournois-là, sur la base du planning du ministre, du coach, un budget que nous appelons fiche d'opération, qui intègre le budget de préparation et le budget de participation jusqu'à la finale. Une fois qu'on envoie au ministère, le ministère affine à l'intérieur. Et à partir du moment où on a déposé ce document-là, on perd le contrôle, on ne sait plus ce que devient le budget. Par exemple, je donne un exemple. Si nous, à la fédération, on dit que la CAN, pour arriver en finale et gagner, ça va nous coûter 5 milliards, au finish, en incluant d'autres données de charges ou autres que nous ne maîtrisons pas, le ministère, à travers ses services, peut arriver à 7-8 milliards. Parce qu'il faut prendre en charge les supporters. De temps en temps, on peut prendre aussi en charge nos journalistes qui sont là-bas, etc., etc. Donc, il y a d'autres charges qui sont induites qu'eux, ils maîtrisent que nous. C'est ce budget-là qui est soumis au ministère des Finances. Ils ont leur procédure de validation que je ne maîtrise pas. Mais après, quand les fonds sortent, nous, on dit, par exemple, on veut que l'hôtel soit logé ici, ce n'est pas nous qui payons. C'est le DAGE qui va payer. On veut, par exemple, un vol spécial, ce n'est pas nous qui payons, c'est l'État qui paye. Ainsi de suite. Donc, c'est des choses qui sont courantes, où il n'y a rien à cacher. Et nous pensons que nous devons nous soumettre à cet exercice-là. Nous devons concourir à ce qu'on montre, en tout cas, que de notre côté, en tout cas, tout a été fait normalement, puisque nous, on ne contrôle rien. Donc, on ne gère pas les fonds publics. C'est ça la vérité. Donc, je veux dire d'abord qu'à ce stade, en tout cas, pour ce que je sais, cette mission de contrôle de la Cour des comptes ne touche pas à la fédération en tant qu'entité globale. C'est-à-dire aujourd'hui, nous recevons des fonds de la FIFA. Je l'ai déjà dit, la FIFA nous soumet à un contrôle plus drastique que la Cour des comptes. Parce que la Cour des comptes... Tous les 6 mois ou tous les 3 mois? Tous les 6 mois. Donc, ils ont des auditeurs qu'eux-mêmes désignent, qui viennent, qui fouillent, qui regardent. Parce que non seulement, et eux, la sanction est immédiate. Parce que comme ils nous donnent des fonds dans le cadre du programme FIFA Forward, quand ils voient qu'il y a des manquements, ils bloquent. Donc, tu ne peux pas avoir... Il y a beaucoup de critères, il faut appuyer le bouton vert. C'est-à-dire, si tu ne remplis pas, on te bloque, par exemple, $50 000 ici, on te manque. Donc, finalement, tout ce que tu devais recevoir en coût opérationnel, tu ne le reçois pas. Donc, c'est un contrôle permanent. L'autre chose aussi, à chaque exercice, au sortir de l'exercice, pour aller à l'AG, il y a le commissaire des comptes. Mais mieux, nous, depuis des années, nous avons pratiquement été la première fédération en Afrique à adopter un manuel de procédure financière pour encadrer nos dépenses. Moi, je vais vous faire un aveu. Quand nous avons été élus en 2009, je ne sais pas si la personne se reconnaîtra, j'ai demandé à quelqu'un qui était au ministère, un haut cadre du ministère, je lui ai dit, je voudrais le rapport de la Cour des comptes de 2002. Il me dit, c'est pour ça, je veux savoir ce qui s'est passé. Peut-être qu'il y a eu des erreurs, il y a eu peut-être des vides
parce que ce n'était pas encore encadré. C'était la première fois qu'on arrivait à ce niveau-là. Parce que très souvent aussi, on fait beaucoup de bruit, on accuse des gens, mais au finish, on se rend compte qu'il n'y a rien derrière. Et il peut y avoir aussi mauvaise gestion sans qu'il y ait détournement. Donc moi, à partir de ce moment-là, depuis ce jour-là, je vous dis bien 2009, dans mon ordinateur, dans mon bureau, j'ai installé le rapport sur la page d'ouverture de mon ordinateur. Et de temps en temps, je vais voir, est-ce qu'on peut faire ça? Et il m'est arrivé que dans nos discussions, je dis, écoutez les gars, si on le fait ça, demain s'il y a un audit, s'il y a un contrôle, on va tous tomber. Il ne faut pas qu'on le fasse. Et bien, si on le fait, on doit le faire, vérifions que c'est légal, c'est licite, et ensuite, voyons quel est le processus de couverture de cette dépense, etc. Et ce manuel nous sert à ça. Et par exemple, quand on est allé à la Cour de compte, ils nous ont demandé, on leur a dit, écoutez, on a un manuel, ils nous disent, est-ce que vous pouvez nous le donner? Il y a d'autres aspects sur lesquels ils nous ont posé des questions, on a répondu. La chose importante aussi pour laquelle, encore une fois, nous, on ne se devait pas de communiquer sur ça, parce que quand on nous a reçus, les contrôleurs, ils nous disent, nous vous notifions le fait que tout ce qui se fait ici est placé sous le sceau de la confidentialité. Donc nous, on ne peut pas sortir et aller dans la presse pour dire, ouais, voilà, il y a un contrôle, mais on n'a rien à voir. D'abord, c'est comme si on a quelque chose à se poser, et on n'a pas aussi à jeter l'anathème sur qui que ce soit, on est tous sur la même ligne d'appréciation des contrôleurs. Donc, on ne pouvait pas le faire. Donc, quelqu'un l'a fait, mais nous, on est à l'aise, on dort tranquille, et on est prêt, comme on l'a dit, à nous soumettre à cet exercice jusqu'au bout, en espérant simplement que nous n'aurons fauté nulle part, parce que je suis, comme je l'ai dit, dans une fédération où on a essayé de valoriser beaucoup de choses. Et si je devais dire tout ce que nous faisons aujourd'hui, même à l'heure actuelle, aller à Demba Diop, ce qui est en train de se faire, c'est avec l'argent du football, pas l'argent de l'État. Il y a beaucoup de choses. Le stade Demba Diop, moi je le dis ici, parce que même si c'est sous le sceau de la confidentialité, à partir du moment où on a cité nos noms, on est obligé, pour la bonne clarté, comme vous me l'avez demandé tout à l'heure, de donner les informations. Le stade Demba Diop, ce n'est pas nous qui avons dit, donnez-nous, on va faire. C'est le chef de l'État, le président Macky Sall, qui nous a appelés lors d'une visite du président Gianni en disant, est-ce que, parce qu'il a parlé au président Gianni, le président lui a dit, la FIFA peut mettre, mais il faut que l'État mette. Après, il a dit, non, c'est trop compliqué avec nos budgets et tout. Après, il m'a demandé, est-ce que sur vos retombées, la fédération ne peut pas faire? J'ai dit, le stade Demba Diop, c'est très important. Je vais aller à mon COMEX. S'ils estiment qu'on peut mettre les retombées là-bas, on le fera. Aujourd'hui, on peut parler de Thiès. Aujourd'hui, si l'Adjor existe, c'est grâce à nous. On a mis 1 milliard là-bas. Et si ce n'était pas le cas, Fatimata, Sensei, Tcherno, on se serait retrouvés comme d'autres pays. Et je pense qu'il y a des hontes nationales qu'on doit refuser. On serait obligé d'aller jouer la qualification à la Coupe du Monde au Qatar, ailleurs, au Maroc. On a arrêté une Coupe du Monde avec Giresse parce qu'on est allé jouer contre la Côte d'Ivoire, notre match retour au Maroc. Ce n'est pas la même chose. Vous avez vu comment on s'est qualifié contre l'Égypte ici. Si on avait joué ici, et nous devions faire ce sacrifice-là, d'abord pour l'honneur de notre pays, mais aussi pour sauver cela. Aujourd'hui, dans quelques temps, on va inaugurer un terrain à Sédhiou. Là aussi, conseil des ministres décentralisé, et le président m'appelle. Et moi, c'est une fierté. J'ai travaillé en partenariat avec un État. Quand je gère une fédération, au point que cet État me fasse confiance pour dire au football, essayez de nous aider à vous aider, en nous donnant un terrain synthétique là-bas. Je le fais de bon cœur. Et c'est traçable. Et sur ce point-là, si vous me permettez, je vais donner 3 minutes. Je vous donne une petite anecdote intéressante. Je vous ai dit que c'est le chef de l'État qui nous a dit de faire ce stade-là. N'est-ce pas? Et on lance la procédure. Le marché est géré par quelqu'un que vous connaissez bien, qui fait un excellent travail, qui est un fils du pays, c'est Salif Diao. Et à l'époque, quand ils l'ont fait, j'ai demandé, mais on a un problème parce qu'il va tout importer, est-ce qu'on aura une exonération? Ils me disent, non, non, il n'y a pas de problème, une fois que ça vient, comme vous nous aidez à doter donc, les populations de Sédhiou d'une pelouse synthétique, on va faire le nécessaire. On fait tout, on amène les cargaisons de marchandises, les gazons et autres, et tous les intrants. On attend la lettre, elle arrive, rejet de votre demande d'exonération. Fédération sénégalaise de football, je fais un gazon pour l'État ou au nom de l'État, pour les populations, je ne peux pas avoir d'exonération. Je me retrouve à payer un surplus de presque 60 millions en droits de douane, en droits de porte,
et en autre taxe parce que l'État qui m'a demandé de faire ce gazon synthétique-là ne m'a pas exonéré. C'est ce que nous vivons, nous. Et je peux continuer. Kédougou, c'est la zone la plus reculée. Ça, c'est notre propre initiative. On est là-bas, allé là-bas à une réunion. On a dit équité territoriale. C'est la zone la plus reculée du Sénégal, qui sort aussi des talents. Salif Diao, il est venu de là-bas. Il y a d'autres jeunes qui sont sortis de là-bas. On a dit, si nous voulons faire autrement que ce qui s'était passé auparavant, il faut qu'on laisse des traces dans les points les plus reculés. On a dit, on va mettre un gazon synthétique là-bas. Et ça aussi, c'est sur fonds propres. Il y a tellement de choses. Et sans oublier nos 2 centres où on a investi beaucoup pour gagner beaucoup. Guéréo et tout. Nous, quand on arrive, il y a 0 centre au Sénégal. Donc ça aussi, il faut que les gens ne l'oublient pas. Même mes membres du COMEX, des fois, ils me disent, je dis, attention, il faut arrêter les dépenses. Ils me disent, ouais, mais non. Je dis, un jour, on va m'appeler pour m'entendre. Vous allez dire, mais où est l'argent est passé? C'est passé soit sur vos gazons ou dans vos ventes et après, on va venir me chercher. Moi aussi, je suis père de famille. Donc, c'est pour titiller un peu, pour faire comprendre aux gens qu'aujourd'hui, nous, on est à l'aise. Je ne dis pas qu'on n'est pas susceptible de faire des erreurs. Humblement, je pense que dans une gestion, quelqu'un peut se tromper. Mais je vous rassure que si c'est l'héritage du football, si on doit prouver où est rentré l'argent du football, sur ces 12 années, je peux vous dire que je peux vous le montrer, sans compter les compétitions internationales. Je veux m'arrêter là aussi. Sachez que, même si l'État a fait beaucoup pour le football, parce que c'est bon que les autres fédérations le sachent, aujourd'hui, l'État ne prend en charge que l'équipe A, uniquement. Vous voyez, le beach soccer va partir dans 3 jours. C'est nous qui prenons en charge totalement, les hôtels, tout. Les petites catégories. Mais vous avez de l'argent? Non, on n'a pas de l'argent. On a de la volonté. Oui, mais on a de la volonté. Non, on va organiser le débat. Parce que l'argent, il a fallu le développer et le rationaliser. Il a fallu le trouver, se battre. Et c'est pour ça que nous devons tous veiller à continuer à faire des résultats. Parce que le premier poste de rentrée d'argent, c'est les prize money quand on fait des bonnes performances. Et là aussi, permettez-moi que je vous dise, Tcherno, quand on revient de la CAN, j'arrive, le lendemain, on m'appelle, on doit faire, je dis non, tout ça, on arrête. Ils me disent pourquoi? Non, on arrête. Oui, parce que dans notre budget de 2022, les prévisions pour 2023, c'était 7 milliards pour la CAN, parce qu'on pensait qu'on allait arriver en finale, peut-être au moins en demi-finale. On est éliminé en 8e. Je vais recevoir quoi? Je vais recevoir peut-être 800 000 $ et tout. Je dis non. Je vais redimensionner mes charges, rationaliser mes charges pour rester dans mes starting blocks, ne pas dépenser de l'argent que je n'ai pas. Et l'autre chose aussi importante qui est dans le football, vous dites que nous avons de l'argent. Même la FIFA n'a pas d'argent. Vous savez pourquoi? Elle travaille une année pour vivre 4 ans. Chaque Coupe du Monde, ils font assez d'argent. Quand vous regardez, la FIFA et la CAF, ils votent des budgets quadriennaux tous les 4 ans parce que c'est la compétition unique, écart. Mais voilà. Mais il y a des périodes où il y a moins d'argent, il faut moins dépenser. Et nous, c'est comme ça qu'on fonctionne. Absolument. Alors, Sensei, on va aller très rapidement parler de Kung Fu. Parce que là, le temps est bouclé. Hein, on va grappiller un peu. Mais très rapidement sur le Kung Fu. Et on revient sur peut-être le contrat d'Aliou rapidement. Et la candidature pour la prochaine Assemblée générale. Parce qu'il y a tellement de choses à dire avec le football. Nous allons parler, c'est vrai, de Kung Fu avec la 6e édition des championnats d'Afrique de Wushu qui sont déroulés à Dakar pendant une semaine avec le défilé des différentes délégations. La Côte d'Ivoire, le Bénin, tout le monde était là, la Mauritanie. Et ça, c'est véritablement quelque chose. C'était la fête aussi du Wushu. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est un prétexte pour préparer 2026. Parce que les Jeux Olympiques de la jeunesse, le Kung Fu est dedans. Et la Fédération internationale a demandé à ce que le Sénégal organise cette manifestation. Les Sénégalais qui viennent au stade. Et ça a été véritablement très long, c'est vrai, avec l'ouverture officielle. Je crois qu'il y a eu un camp d'entraînement. Le président de la Fédération est Ndiogu qui est là. Et c'est parti pour la compétition avec les tout petits. Ce sont ces enfants, justement, qui vont représenter le Sénégal aux Jeux Olympiques de la jeunesse. Alors, ce qu'il fait, c'est un taoulou. Un taoulou, c'est un kata, comme si on parle de karaté, on dit, voilà, taoulou. Et ici, c'est le sanda. Sanda, c'est frapper, faire tomber. Quand on fait tomber son adversaire, on marque les points. Hein?
Voilà, ça c'est le Sénégal qui gagne ici. Il y a eu tellement de contestations au niveau de la table officielle, parce que les Sénégalais disaient oui, il y a les Égyptiens qui veulent gagner tout, et nous on n'est pas d'accord. Donc on a perdu assez de temps, et beaucoup de conciliabules, beaucoup de contestations. Chaque pays voulait rentrer avec au moins 10 médailles. Mais l'Égypte a remporté toutes ses finales, 23 finales, et l'Égypte a remporté toutes les 23 finales. Le Sénégal a eu 8 médailles d'or, et la Tunisie 7 médailles d'or. Je crois que ça a été réparti comme ça, parce que l'Égypte, vous voyez ça, c'est ce qu'ils ont comme budget, ce qu'ils ont comme moyen pour développer leur discipline, les trois au Sénégal, parce que la fédération de Kung Fu a organisé tant bien que mal avec des difficultés financières. Et là, Ndiogou Diaye est en train de souffrir à l'heure actuelle, parce que les hôtels et les dépenses, il faut les payer. On va peut-être l'écouter, ce n'est pas évident. Il va revenir dans un instant pour nous parler de ça. Et je pense que c'était à l'ouverture, on va le suivre. Je tiens tout d'abord à exprimer ma profonde gratitude qui ont œuvré sans relâche pour que cet événement voie le jour. En particulier, permettez-moi de remercier l'État du Sénégal par la voix du ministre des Sports pour son soutien indéfectible, le président de la Fédération africaine de Wushu, M. Chérif Moustapha, pour son engagement, ainsi que l'ambassadeur populaire de la République de Chine, pour la précieuse coopération Sino-Afrique qui a rendu possible notre camp d'entraînement intensif. Merci également au président du Comité national olympique sportif sénégalais pour sa vision et son leadership. C'est un événement. Cet événement n'est pas seulement une compétition sportive, c'est une célébration de l'esprit de coopération et d'amitié entre nos nations. Le camp d'entraînement qui a précédé ces journées ont permis à nos jeunes athlètes de se préparer intensivement, d'échanger leurs techniques et leur culture et de renforcer les liens qui unissent nos continents. Le choix du Sénégal pour abriter cette prestigieuse compétition témoigne de notre capacité à organiser des événements de grandeur envergure. C'est un véritable test de nos capacités organisationnelles et techniques et une étape cruciale dans notre préparation pour les JOJ de la jeunesse Dakar 2026. Nous sommes déterminés à montrer au monde entier que le Sénégal et l'Afrique en général est prêt à accueillir des compétitions internationales de haut niveau. Voilà, donc le président de la Fédération sénégalaise de Kung Fu. Voilà, parce que d'abord, il faudra se féliciter de la coopération avec l'ambassade de Chine. Ils ont injecté beaucoup d'argent au niveau de ces championnats en organisant un forum, en donnant du matériel, etc., etc. Et puis, à l'heure où je vous parle, il y a les championnats du monde qui se déroulent en Chine et le directeur technique national est déjà en Chine. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est qu'à l'heure actuelle, pour être aux Jeux Olympiques de 2028, la Chine a déjà fait un travail qui permet non seulement de doter tous les pays qui font du Wushu pour être en 2028 à Los Angeles. Et je crois que le passage, c'est Dakar 2026 et on va croiser les doigts pour, en tout cas, souhaiter plein succès à nos amis du Kung Fu parce que ce n'est pas évident. Ils ont souffert. Hein. Ils ont souffert. Hein. C'est un sport de combat. Il faut apprendre à souffrir ils ont souffert. et s'adapter. Alors, on va terminer avec le président de la Fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor, qui est notre invité. Alors, deux questions. Hein. Allez, comme ça, on permet de répondre rapidement. La première, c'est sur le contrat d'Ali Cissé qui doit se terminer normalement au mois d'août. Alors, quand sera-t-il? Va-t-il être renouvelé ou est-ce qu'il y aura discussion? Ensuite, il vous reste encore 1 an à la tête de la Fédé. Est-ce que vous êtes encore candidat ou pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour pour vous? Oui, sur la première question, je dirais simplement que le comité exécutif y avait répondu au lendemain de la dernière CAN, puisque justement dans l'exercice d'évaluation, nous avions estimé que compte tenu d'un certain nombre de contraintes et aussi du travail qui avait été accompli, même si au finish, on était éliminé prématurément par le futur vainqueur qui est la Côte d'Ivoire. Aliou avait fait du bon travail sur cette période où il a géré l'équipe nationale. Ensuite aussi, dans un contexte où on a une même génération qu'il connaît bien,
On a des urgences en termes de qualification. On joue, on ne pouvait pas se donner le temps d'aller dire on va changer de coach. Il fallait miser sur la continuité avec le même groupe. Il a commencé à intégrer de nouveaux jeunes. Donc c'est pour ça que le comité exécutif, dans son unanimité, a décidé en tout cas de lui renouveler sa confiance. Et nous avions tenu informer l'autorité de cela. Il s'agit maintenant de proposer à la tutelle la reconduction du contrat. À la base, on devait le prolonger pour 1 an pour couvrir la prochaine CAN. Il se trouve que les aléas des programmations de l'instance où je suis, la CAF, ont fait que maintenant la CAN est repoussée en décembre. Et l'idée, ce serait peut-être de proposer, de lui proposer un renouvellement d'1 année et demie qui couvrait la prochaine CAN. Où on pense qu'il va nous mener aussi pour essayer de jouer le coup pour remporter sa 2e coupe avec cette génération de joueurs dont on sait qu'ils sont capables. Donc pour Aliou, c'est ça. Mais comme on le sait aussi, c'est l'État qui prend en charge le salaire de l'entraîneur. Donc il a son mot à dire. Mais je pense que nous souvent dans cela parce que déjà on joue en septembre. Le contrat finit à fin août. Ce sera difficile d'aller vers autre chose. Donc, je ne vois même pas pourquoi, parce qu'il fait du bon travail. En tout cas, nous comptons sur lui pour mener les prochaines échéances et de qualification à la prochaine Coupe du Monde, parce qu'il faut que le Sénégal continue, quels que soient ceux qui sont là pour gérer, à se qualifier régulièrement en Coupe du Monde. C'est notre niveau qui le demande. Nous sommes toujours parmi les 20 premiers en Afrique, dans le monde. Sur le classement FIFA, nous devons aller à chaque Coupe du Monde. Maintenant que nous sommes à 48, encore plus qu'avant. Et nous devons aussi toujours être parmi les postulants pour gagner le trophée, parce qu'on a gagné un trophée en senior, c'est bien, mais il nous faut rattraper le temps perdu, et pour ça, il faut continuer. Et quand Aliou aura terminé son cycle, là, on pourra changer d'entraîneur. Pour la deuxième question, je pense que vous le dites parce qu'un de vos confrères a publié ce matin. Une information des sports. C'est pas une information fondée. Je pense que je me suis même permis de rire parce que quand j'ai vu qu'on a dit que je l'ai déclaré devant Djibi Wade en Mauritanie, alors que Djibi Wade n'a jamais bougé de Dakar pour aller en Mauritanie, on peut comprendre que ce n'est pas trop une vérité. Je suis désolé de le dire comme ça. Ce qui importe aujourd'hui, pour moi, c'est que nous avons encore 1 année de travail. L'élection, c'est en août 2016. Août 2025. Et vous le savez, lors des dernières élections, j'avais de bonne foi pensé que peut-être qu'il serait temps d'arrêter. Heureusement que d'autres m'ont poussé à revenir sur ça. Peut-être qu'aujourd'hui, je n'aurais pas eu cette chance peut-être d'être président de fédération au moment où le Sénégal non seulement gagne le premier trophée continental senior, mais rafle pratiquement tous les trophées du continent. J'ai reçu dernièrement un ancien président de la fédération nigériane, qui est aussi donc membre du COMEX de la CAF, dans mon bureau. Il m'a dit, vous ne savez pas, vous le Sénégal, la chance que vous avez. Vous avez gagné tous les trophées en 1 année. Depuis l'existence du football, ça n'a jamais existé. Et il m'a dit, je te mets au pari, on ne sera plus là, mais je ne suis pas sûr que d'ici 60 ans ou 100 ans, quelqu'un le fera. Parce que c'est ça la vérité. Donc aujourd'hui, j'ai la satisfaction d'avoir fait ça. Mais nous avons aussi la volonté de transmettre quelque chose qui soit viable. Parce que ça ne sert à rien de réussir sur ce plan-là, de stabiliser la fédération et que derrière, il y ait le désert. Cette continuité-là, elle pourra se faire soit avec moi, parce qu'aujourd'hui, aucun texte ne m'interdit de me présenter dans nos statuts, soit avec quelqu'un d'autre, mais ça doit être dans une logique d'équipe, de continuité. Et quand je le dis, c'est au sens large. Il n'y a aucune personne, aucun Sénégalais qui peut dire qu'il a l'apanage de cette fédération pour la gérer ad vitam aeternam, moi encore moins. Mais il est hors de question, Thierno, que je me prononce sur cette question d'ici au mois de mars, à l'Assemblée générale du mois de mars, pour faire le bilan de l'exercice 2024 et aussi faire un bilan général. Et en ce moment-là, je vous dirai si je me présente ou non. Ça fait quand même 3 ans que vous n'étiez pas venu à la RTS. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Parce que ça fait longtemps. À vous, Fatoumata. Merci encore au président, Maître Augustin Senghor, qui était donc notre invité à l'occasion de ce Galaxy spécial. Vous revenez quand vous voulez. Je pense que normalement, ça ne devrait pas trop tarder. Vous avez eu un entretien avec le nouveau DG. Oui, voilà. Il y a des projets. Vous me permettrez, je ne l'ai pas fait au début, de le féliciter pour sa nomination. C'est quelqu'un que je connaissais auparavant. Donc, je pense que c'est un homme
de défis et je pense qu'il va encore booster davantage cette maison. Et j'espère surtout qu'on retrouvera cette collaboration entre la RTS. Moi, en tout cas, j'ai toujours milité pour dire que nos fédérations doivent travailler en priorité avec la RTS parce que c'est la télévision d'État, mais aussi parce que de par la qualité de l'infrastructure, de l'équipement, mais aussi la qualité de la ressource humaine, aujourd'hui, si nous voulons booster une activité comme le football, on parle du football local, je pense que ce qui nous manque le plus pour développer nos championnats, c'est cette grande visibilité que vous offrez. Vous êtes dans tous les foyers, sur l'étendue du territoire, vous êtes visible à l'international. Avoir une exposition de nos compétitions sur la RTS aurait été une très bonne chose pour vraiment vendre le produit football. Et vraiment, on vous demande, en tout cas, je l'ai déjà dit au directeur général, qu'on puisse renouer ce partenariat, qui n'a jamais vraiment cessé d'ailleurs, parce que chaque fois, avant-hier déjà, j'étais en train de Effectivement. la finale. Effectivement. En tout cas, merci à vous. Merci à vous également de nous avoir suivis. C'est vrai qu'on a débordé, mais effectivement, le jeu en valait la chandelle, je pense. Merci à tous et très bonne suite des programmes sur la RTS. Merci beaucoup. La RTS vous plonge en plein dans les Jeux Olympiques Paris 2024. Les moments de grande performance vécus en direct et à chaud, les meilleures illustrations athlétiques, nautiques, footballistiques, le basket, le handball et les sauts en haute voltige, entre autres. Toutes les disciplines olympiques, c'est sur la RTS. Le temps olympique estival de Paris que vous vivez sur votre radio et télévision publique. Paris 2024, la RTS, prête à écrire l'histoire avec vous.